Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en se mettant toujours au diapason. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et puisqu'on parle de Mozart aujourd'hui, vous avez choisi, Clémentine, de parler d'un autre Mozart, ou plutôt d'une autre. Il s'agit de sa sœur Nannerl. Mais oui, Stéphane, parce que vous évoquez uniquement des personnalités fascinées par Mozart. Mais que devait penser sa sœur? Mozart par-ci, Wolfgang par-là. Elle devait en avoir légèrement ras-le-bol, à mon avis. Maria Anna Walburga Ignatia Mozart, née le 30 juillet 1751 à Salzbourg, en Autriche naturellement, qui était à la fois la sœur aînée et l'unique sœur de Mozart. Elle avait donc 5 ans de plus que lui. Et sa famille, cela est bien connu, la surnommait Nannerl, c'est fort joli. Ses 2 enfants étaient très proches et, je le disais tout à l'heure, ils au point de développer ensemble un langage secret, ce qui devait être d'autant plus nécessaire que leur père était un homme austère et sévère et qu'ils passaient leur vie avec lui, d'abord pour apprendre la musique et ensuite au cours de leur voyage. Nannerl était comme son frère une enfant prodige et elle a participé à la fameuse tournée de 3 ans qui les a conduits tous les 3 dans toutes les grandes villes européennes et elle est alors considérée comme l'une des meilleures pianistes de sa génération. Et à la faveur de cette chronique d'ailleurs, j'ai mesuré à quel point son destin était proche de celui plus tard d'une immense pianiste qui était Clara Schumann et qui connaîtra un destin assez dont je vous ai déjà parlé dans cette émission. Pour l'instant, je me permets de vous attendre, pas d'erreur factuelle dans la chronique de Clémentine Portier-Kaltenbach. Eric Emmanuel Schmitt qui est avec nous, notre invité exceptionnel cet après-midi. Pour l'instant, c'est tout juste. Vous pouvez procéder. Merci, master. Oui. Bon, alors c'est bien sûr son père, Léopold Mozart, musicien de cour, qui l'a mise au clavecin lorsqu'elle avait 7 ans. Et comme son frère, elle est capable de jouer les morceaux les plus difficiles du répertoire et de se livrer à toutes sortes de facéties sur le piano. Elle solfie parfaitement. On lui chante n'importe quoi. Non seulement elle le reproduit, elle est capable de l'écrire naturellement. Dans une lettre de 1764, Léopold écrit « Ma petite fille joue les œuvres les plus difficiles que nous ayons, avec une précision incroyable et si excellemment, bien qu'elle n'ait que 12 ans, elle est l'une des joueuses les plus habiles d'Europe. » En revanche, le jour où il découvre que lors d'un concert, Wolfgang a interprété l'une des pièces composées par Nannerl, parce qu'elle composait aussi, eh bien, il lui interdit de continuer, parce qu'une femme ne peut pas devenir compositrice. Pire encore, lorsqu'elle a 18 ans, on est alors en 1769, elle n'est plus autorisée à les suivre en tournée parce qu'elle a atteint l'âge du mariage. Alors elle reste à Salzbourg avec sa mère, alors que les critiques de l'époque parlaient de son incroyable légèreté, de sa virtuosité, de son goût irréprochable. Quelle carrière aurait pu faire cette jeune femme. On a même, alors malheureusement, on n'a pas conservé, d'après mes lectures sommaires, je le répète, on n'a pas conservé de partition de Nannerl, mais on a en revanche une lettre de son frère qui répond, après avoir reçu une partition d'elle et qui lui dit « Je ne peux pas croire que vous composez si bien, c'est beau ». Et je trouve ça d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui est magnifique dans cette lettre, c'est Mozart disant « c'est beau ». Point n'est besoin d'aller plus loin. Ils sont encore très proches à cette époque et dans ses lettres, il conclut ses lettres en lui envoyant des baisers grassouillets. J'ai envie de m'en inspirer pour finir mes courriers. Je trouve ça extrêmement mignon, baisers grassouillets. Bon, la suite est plutôt mélancolique parce que d'abord elle aurait souhaité se mettre au violon, ce que son père lui interdit. Au contraire, il lui impose de donner des cours de piano pour financer le voyage en Italie de son frère. Puis ensuite, il lui interdit d'épouser l'homme qu'elle aime, le capitaine Franz Diepold. Wolfgang d'ailleurs la soutient et lui propose de quitter Salzbourg, de venir à Vienne où il se trouve et de vivre sa vie, enfin de vivre heureuse avec l'homme qu'elle aime. Mais Nannerl se résigne. Ils continueront tous les deux de s'écrire, mais ne se verront plus jamais. Et elle se marie finalement en 1784 à 33 ans avec un certain von Berchtold zu Sonnenburg, qui était 2 fois veuf, qui avait déjà 5 enfants. Ils en ont 3 ensemble. Voilà pourquoi je comparais son sort à celui de Clara Schumann, parce que comme elle a 8 enfants, et quand on s'occupe de 8 enfants, on n'a guère de temps pour faire de la musique. Avec les Schumann, ça avait été très simple. Son mari, Robert Schumann, lui avait dit « La postérité ne doit regarder qu'un seul
seul cœur, qu'une seule âme et qu'un seul nom, naturellement, le sien de préférence. Donc, vous voyez, leur relation, c'est ça qui est plutôt triste, c'est que leurs relations se sont beaucoup distendues. Il continuait à s'écrire, mais il était certainement très pénible pour elle d'avoir le spectacle ou la pensée d'un frère, même si elle l'aimait profondément, qui lui avait pu se marier par amour, ce qu'elle n'avait pas pu faire, et qui avait pu vivre de la musique, ce qu'elle n'avait pas pu faire, ou pas de la façon la plus aboutie. Son mari meurt en 1801, là elle retourne à Salzbourg, où elle travaille comme professeure de musique, et elle était rongée de remords parce que son frère avait tenté de lui emprunter de l'argent quand il était dans le plus grand dénuement, et elle ne l'avait pas fait. En 1801, elle écrit: la biographie de monsieur le professeur Niemetschek a complètement ravivé mes sentiments fraternels envers mon frère, si ardemment aimé, que souvent je sanglotais, ne m'étant aperçu qu'il y a peu de la triste condition dans laquelle il se trouvait. Elle devient aveugle, Nannerl, en 1825. Elle est morte en 1829 et elle figure dans le panthéon des femmes dont l'époque n'était pas encore prête à accepter le génie ni à le laisser s'exprimer, comme des Christine de Pisan, Émilie du Châtelet, Sophie Germain et tant d'autres. Donc vous voyez, la fascination de Nannerl pour son frère était teintée certainement d'une forme d'amertume. Et réciproquement, parce que lui avait beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle était excellente compositrice. Dommage qu'on ne lui ait pas laissé jouer de la musique. En fait, je trouve l'équivalent, quelques années après, très peu de temps après, 2 décennies après, c'est Félix Mendelssohn et sa sœur Fanny Mendelssohn. Elle était plus douée. Enfin, elle avait juste 2 ans de plus, elle était extrêmement douée, mais elle était vraiment compositrice. Et elle a été aussi complètement étouffée par la famille, c'est-à-dire à partir de l'âge où elle pouvait se marier, il fallait qu'elle arrête la musique, et surtout qu'elle ne compose pas. Bon, elle a fait un mariage d'amour, mais elle a continué à composer. C'est quand même ça la différence avec Nannerl, c'est-à-dire que Fanny Mendelssohn a composé ses œuvres, et d'ailleurs... On peut les écouter, on peut les découvrir. Ah oui, tout à fait. Non, il y a plusieurs... Ce sont les féministes allemandes qui ont redécouvert cette œuvre dans les années 80, et maintenant, on la joue vraiment parce que c'est absolument magnifique. D'ailleurs, Félix, son frère, en jouait. Et il y a dans des lettres, il dit: j'ai joué hier tes romances à la reine d'Angleterre. Elle a beaucoup apprécié. Parce que lui aussi avait intégré ce poids patriarcal, c'est-à-dire qu'il refusait que sa sœur publie sous son nom. Elle lui disait: je ne te souhaite pas la même vie que moi, cette vie de compositeur en quête d'éternels applaudissements et d'éternelle reconnaissance. Donc, prétendant la protéger, il la court-circuitait. Mais heureusement, on a les manuscrits. Merci Clémentine. Et surtout, restez avec nous, Clémentine. C'est un quiz un peu particulier aujourd'hui, un Burn to be Alive sous le haut patronage d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça va saigner, à tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.